Souvent, on trouve les meilleures opportunités dans des secteurs qui sont vraiment mal aimés, obscurs, moins surveillés par les analystes, par les médias. Puis, souvent, c'est quand une situation qui semble vraiment mauvaise, mais moins dramatique, des fois qu'on observe les meilleures opportunités d'investissement. Mais souvent, ça veut dire, c'est de faire le saut, investir dans des secteurs complètement à contre-courant. Puis, je vais vous en parler d'une aujourd'hui. Puis je vais donner quelques exemples. Mon intention, c'est pas de donner des recommandations sur chacune d'entre elles, mais c'est de parler un peu de ce secteur-là en général. Puis le secteur, je vais vous parler, faites attention de quoi je vais vous parler. Je vais te parler d'immobilier. Lorsqu'on lit dans les médias de quoi on parle actuellement, c'est qu'on prédit, en particulier dans le secteur des tours à bureaux, que l'immobilier va vivre vraiment une période qui est très difficile. Pourquoi? Puis là, je parle exemple des tours à bureaux. C'est que souvent, le télétravail a amené les gens justement à vouloir réduire leur empreinte locative. Donc, quand les baux vont se terminer, le propriétaire de l'immeuble, lui, il subit des fois une inflation. Il va avoir du renouvellement de hypothécaire avec des taux nettement supérieurs, puis une clientèle peut-être qui va quitter. Puis ça, c'est vrai, c'est pas faux. Puis souvent, quand un marché ou un secteur chute, c'est pour des raisons qui sont réelles. Mais des fois, elles sont peut-être exagérées. Et si on donne juste le point au niveau du secteur du bureau, sans parler des autres secteurs en immobilier qui toucheraient, exemple, le terrain, le commercial dans le détail, le multilogement, etc. C'est vrai qu'il y a une portion d'immeubles plus vieilles que des locataires veulent quitter, puis c'est très difficile de retrouver des entreprises qui veulent aller là. Puis c'est pour ça qu'on a vu dans les marchés aussi des grands investisseurs qui ont tout simplement réalisé que la valeur de l'immeuble valait moins que la dette aux États-Unis, puis ont ramené les clés. Puis en périphérie, c'est le cas. Donc, il faut être prudent dans ce secteur-là. Je ne dis pas de sauter à pieds joints. Et pour cette raison-là, l'appétit des investisseurs envers les fiducies immobilières suite à la hausse de taux d'intérêt qu'on a observé, bien évidemment, le marché est beaucoup plus tiède. On a vu les indices baisser. Mais je vous rappelle, par exemple, que des fois, les gens vont complètement écarter un secteur d'activité, tout simplement parce qu'ils en tirent une conclusion qui est hâtive. Puis Howard Marks, qui est un des gestionnaires contrariens de type valeur les plus renommés, il mentionnait justement, c'est quand les gens sont tellement déprimés puis qu'ils disent que les choses vont juste aller pour le mal, c'est là qu'à ses yeux, on peut trouver des belles aubaines. Et c'est là qu'on va voir des fois qu'il y a une différence entre la narration qu'on peut voir médiatique puis les faits. Puis moi, ça me rappelle tout récemment, 15 novembre 2022, j'avais fait une chronique sur notre chaîne YouTube, puis j'avais parlé justement des secteurs des technologies qui avaient vraiment été malmenés l'année dernière. Puis on s'imaginait le pire, entre autres, pour le méta, parce qu'on disait, le métavers, ça va nulle part, ça coûte cher. Les ventes en ligne vont réduire, donc le budget publicitaire va affecter Meta. Puis Meta avait passé d'un titre qui était presque à 400 $, environ 380 de mémoire, puis il avait chuté jusqu'à 100 $. Puis à ce moment-là, j'avais fait un commentaire qui disait peut-être qu'il faut mettre les choses en perspective, puis c'est peut-être moins grave qu'on peut l'anticiper. Puis qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Au moment où on a fait notre vidéo par rapport à aujourd'hui, le titre est triplé de valeur. Donc, c'est pas une prédiction qui va avoir un aussi fort rebond dans le secteur des fiducies immobilières, loin de là. Mais là encore, ça peut vous donner une notion que des fois, l'opinion du marché peut changer rapidement. Pourquoi on pourrait être intéressé au secteur des fiducies immobilières puis commencer à fouiller pour regarder certaines entreprises qui peuvent être intéressantes? Puis là encore, je me mentionne, on va parler d'entreprises, pas des recommandations de placement parce que ça dépend de notre profil d'investisseur. C'est un message qui est général, mais je donne juste quelques anecdotes, puis on va voir un peu plus loin pourquoi je parle de ces compagnies-là. Premièrement, il y a eu beaucoup d'activités depuis le début de l'année dans le secteur des fiducies. C'est un secteur très dynamique, malgré la baisse. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu la baisse. Donc, je donne un exemple. Artis REIT a eu un mouvement d'activisme très important. On a un investisseur, Samir Manji, qui avait fait fortune avec des résidences pour personnes âgées, qui avait vendu son entreprise en 2016 pour plus de 500 millions de $. Et il a créé un fonds de capitaux privés où il fait de l'activisme, Sandpiper, pour investir dans des fiducies immobilières. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, quand on regarde beaucoup de propriétés immobilières dans le secteur du privé, les valeurs se maintiennent, puis probablement ils vont fléchir. Mais quand on regarde la valeur des fiducies immobilières, comme on l'a vu dans l'indice du iShares relié aux fiducies immobilières, les REITs, la valeur des titres
en bourse, dans le secteur public, ont chuté des fois de plus de 50%. Donc, on a un gros écart entre la valeur des bâtisses dans le secteur privé, la valeur réelle, puis la valeur d'une fiducie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Samir Manji, avec la succession de la famille Tim Hortons, ont pris un contrôle d'environ 30% de Artis REIT. Et ce qu'ils font en ce moment, ils sont en train de vendre des immeubles à une valeur qui est le double de la valeur de liquidation qui est estimée avec le prix de la fiducie de Artis pour payer de la dette, puis ils cristallisent vraiment des valeurs supérieures à ce qui est estimé dans le marché. Donc ça, c'est parce qu'on fait un arbitrage entre la valeur d'une fiducie immobilière en bourse et la valeur de l'immobilier si elle était privée. C'est pour ça que je ne suis pas surpris qu'on voit de la privatisation dans le secteur, puis de plus en plus de fusions-acquisitions, entre autres aux États-Unis dans le secteur d'activité. Brookfield aussi a mentionné ce point-là. Bruce Flatt, le PDG de Brookfield, a mentionné que son nouveau fonds pour investir dans l'immobilier pense que ça va être la meilleure mouture qu'il y a eu depuis la crise financière de 2008, puis il pense que ça va être même meilleur. Et pourquoi que même certains analystes mentionnent, recommandent l'achat de Brookfield, c'est que Brookfield a plusieurs divisions dans l'énergie renouvelable, dans des placements d'entreprises privées. Et lorsqu'on regarde toutes les cotes-parts que Brookfield détient dans d'autres secteurs d'activité, ça revient au prix de l'action. Mais dans l'entreprise aussi, on a un gros portefeuille immobilier avec de l'immobilier dans le détail et des tours à bureau. C'est vrai des fois qu'en périphérie, il y a des tours à bureau qui ne sont pas intéressantes, mais là-dedans, tu as des bijoux comme, exemple, Canary Wharf à Londres. Et là, on peut acheter la business, l'action de Brookfield peut avoir gratuit toute sa division immobilière. L'autre point, c'est qu'il y a des changements qui s'en viennent, qui se présentent, entre autres en termes de densification urbaine. Donc, on peut regarder, entre autres, Smart Center, c'est l'hôte de presque tous les Walmart au Canada. Donc, dans le fond, dans les années 90, Mitchell Goddard faisait du développement, achetait du terrain, puis on avait un ancre, un Walmart, qui avait des baux très avantageux, mais autour de ça, là, il se gravitait des locataires très intéressants. Et ce qui se passe, c'est que des power centers, excusez l'anglicisme, au Canada, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de développement. Donc, ce qui est là va rester dans la vente au détail. Par contre, on peut bâtir, comme entre autres, il y a un gros projet à Vaughan, en Ontario, où on va avoir une densification, des tours à bureaux. Puis c'est difficile des fois pour excusez-moi, pas des tours à bureaux, il va y avoir un peu de bureaux, mais surtout du condo. Et c'est plus un défi pour les analystes d'essayer de donner une valeur à ça, parce que là, quand on tombe dans du développement immobilier, les revenus vont fluctuer et c'est beaucoup moins prévisible que l'immobilier. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que quand on fait un projet de construction, peut-être 15 à 20 de notre coût de construction, c'est le terrain. Et là, eux autres sont déjà détenteurs de leur terrain. Donc, c'est quand même intéressant à regarder. Même chose au niveau de la densification urbaine. Puis les gens veulent de plus en plus avoir l'accès à la propriété, puis l'inventaire est limité. On a des compagnies comme Dream Unlimited qui ont un portefeuille immobilier très diversifié. Mais là-dedans, ils ont plus de 9000 acres de terrain à développer pour du terrain, en particulier en Alberta. Et en Alberta, là où on accueille beaucoup d'immigration. Donc, là encore, on peut voir justement des compagnies qui vont pivoter leur modèle d'affaires vers du développement pour répondre à un nouveau besoin qui est entre autres causé par l'immigration. On regarde aussi REITs, on fait la manchette parce que récemment, George R. Moyan, qui avait été un gros actionnaire dans Temple REIT, qui s'est fait privatiser, dans Communard, qui s'est fait privatiser, puis cet investisseur-là a pris une position importante. Donc, pourquoi je donne ces exemples-là? Pour vous parler de l'industrie en général. Alors encore, je ne fais pas une recommandation, mais parler de comment c'est proactif, c'est qu'on a une opinion dans les médias. On a des analystes qui sont un peu sur la défensive. Et l'autre côté, on a des fondateurs, des actionnaires, des fois majoritaires de ces entreprises-là, qui, eux, sont initiés et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'acheter des actions de leur propre fiducie immobilière. Que ce soit Samir Manji pour Artis, Daniel Dreamer qui possède 10% de True North qui continue d'investir, Michael Cooper de Dream qui a plusieurs divisions mais qui investit massivement dans une division de multi-logement avec un objectif d'avoir une empreinte carbonique minimum. Même chose avec, comme je disais, Bruce Flatt, le PDG de Brookfield, et Mitchell Goddard qui rachète ses propres actions de Smart Center. L'objectif ici, c'était de vous mentionner que entre la narration et les conclusions qu'on fait activement, des fois parce qu'on inspire nos décisions de placement, parce qu'on couvre dans l'actualité, des fois, ça nous empêche de vraiment dire, c'est quoi, je devrais faire mes propres devoirs et forger ma propre opinion. Et dans ce secteur-là, actuellement, des fiducies immobilières, on peut voir qu'il y a vraiment un fort dynamisme, puis il y a un grand écart entre la narration qu'on voit dans les médias, puisque les actionnaires font actuellement les dirigeants de ces entreprises. Donc, ça va être 2023-2024, je pense que ce secteur-là va nous réserver des surprises parce qu'ils ont des défis avec les financements, avec les valorisations, mais je pense que ça va être un secteur d'activité où on a aussi des belles surprises en termes de fusion-acquisition, puis aussi une période où peut-être que le marché va réaliser que c'est pas si dramatique ce qui se passe
passe par certaines catégories d'actifs reliés à l'immobilier commercial. Je vous remercie.